Je suis Mélanie Bardot, donc directrice du BRGM Bretagne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, le BRGM, c'est le service géologique national. Et donc nous, on s'occupe essentiellement de tout ce qui est sous-sol, en fait, hein, géosciences, sous-sol, donc géologie et eau souterraine notamment. Donc par rapport à cette compétence-là et aux différents projets qu'on est amené à réaliser depuis plusieurs années maintenant, on voulait vous faire un petit focus sur justement les prélèvements qui sont faits sur ces réserves en eau souterraine en Bretagne. Alors par contre, je n'arrive pas à dérouler. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous voyez dérouler les diapos? Très bien. Oui, d'accord. Voilà, donc je voulais juste, on vous a déjà beaucoup parlé de tout ce qui était prélèvement sur le milieu, donc l'idée c'est pas d'en remettre une couche, là c'était juste parce que je trouvais que les visuels de l'Observatoire de l'environnement de Bretagne étaient très, très sympas et ça montrait justement que la répartition entre les volumes prélevés dans les eaux souterraines et dans les eaux de surface pour la région Bretagne. Donc, on voit qu'en fait, sur les 26 milliards de mètres cubes précipités, on en a à peu près 10 à 40% qui s'infiltrent. Bon, ça donne déjà un ordre d'idée de ce qui vraiment circule dans le sous-sol, même si effectivement, il y a une relation entre les nappes et les rivières que vous présentez, que vous connaissez déjà. Et donc, sachant qu'effectivement, le débit des cours d'eau en été, en fait, provient essentiellement des nappes souterraines, sauf quand il y a réalimentation par des retenues, bien évidemment. Donc, en gros, ce qu'on peut juste noter en introduction, c'est que donc, sur ces prélèvements globaux, en gros, on est sur du 76% destiné à l'usage eau potable. Là, c'est tout prélèvement confondu dont je vous parle, 12% pour les industriels et 7% pour l'élevage. Et puis, sur tous ces prélèvements, on voit que en fonction des types d'usage, on a une répartition eau souterraine et eau superficielle qui est différente. Et donc sur la région Bretagne, par exemple, pour ce qui est de l'usage eau potable, on est sur du 73% issu des eaux de surface et donc du 27% issu des eaux souterraines en moyenne, sachant que ça dépend des départements, ça dépend des secteurs. Voilà, mais ça donne un ordre d'idée. Par contre, vous voyez que pour tout ce qui est élevage, on est presque, enfin quasi, on est affiché là sur du 100% issu d'eau souterraine. C'est sans doute pas tout à fait le cas en réalité, mais enfin, ça donne une idée des proportions. Alors, toujours pareil, c'était juste pour visualiser un petit peu les choses. En termes de prélèvement global sur la région Bretagne, là, c'était également la carte de l'OEB que je voulais juste vous remettre pour voir un petit peu la spatialisation de ces prélèvements et de la densité, l'importance des volumes par commune sur la région Bretagne. On voit que sur la frange littorale sud, on a des sollicitations un peu plus importantes et après, ça dépend un petit peu des besoins et des activités économiques. Alors, le vif du sujet, là, pour moi, c'était surtout de vous parler donc, des prélèvements sur les eaux souterraines. Alors, ce que je vous présente là, c'est issu d'une partie d'études qu'on a réalisée dans le cadre du CIGES Bretagne. Le CIGES Bretagne, c'est notre site internet sur les eaux souterraines. Donc c'est un site du BRGM qui décrit les eaux souterraines de Bretagne, aussi bien au niveau de la qualité de l'eau que de la quantité. Donc on essaie de faire des bilans, voilà, d'apporter nos contributions, de nourrir un peu la réflexion par rapport à tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît sur les eaux souterraines. Donc dans ce cadre-là, on a été amené à faire ce bilan sur les prélèvements sur les eaux souterraines, sachant que voilà, on avait fait le travail déjà il y a quelques temps et qu'à l'époque, on avait pu travailler seulement que sur un fichier qui datait de 2009, puisqu'à l'époque, c'était le seul fichier qui était validé et qu'on pouvait utiliser. Donc, l'idée, c'était d'essayer de spatialiser donc, les prélèvements sur les eaux souterraines et de répartir ces prélèvements par usage. Alors, dans les grandes masses, bien sûr, puisqu'on ne pouvait pas, c'était une étude régionale, donc il a fallu faire aussi des hypothèses un petit peu générales. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir si on se recoupait avec voilà, les autres approches et de voir si on pouvait améliorer aussi cette vision-là. Sachant que les eaux souterraines sont souvent assez méconnues et souvent on a du mal à traiter cet aspect-là, que ce soit dans les études bilan ressources ou dans les bilans de manière plus générale. On a du mal à savoir ce qui se passe au niveau des eaux souterraines.
Donc pour ça, on est allé chercher effectivement les données les plus les classiques. Il n'y a pas, voilà, y a pas de miracle par rapport aux données disponibles et aux producteurs de données. Donc on a travaillé sur les données de l'Agence de l'eau, bien sûr les redevances, donc pour les usages AEP, irrigation, industrie. On a également travaillé sur les données des DDTM, notamment de la police de l'eau par rapport aux autorisations de prélèvement sur les forages. Et puis, on a été également travailler avec les données de Réal concernant les ICPE, les forages qui concernent les ICPE industriels. Et puis, effectivement, nous, notre cœur de métier, c'est d'identifier, de répertorier tous les forages dans le sous-sol, les forages de plus de 10 mètres, notamment, ça, c'est le code minier qui l'impose. Et donc, notre cœur de données, en fait, pour nous, c'est la banque du sous-sol, donc tous les forages déclarés de plus de 10 mètres en Bretagne. Donc, l'idée, ça a été vraiment de partir de notre banque du sous-sol, donc de nos points d'eau déclarés dans la base. Donc, à l'époque, on avait fait pas mal de filtres déjà pour juste sélectionner que les points d'eau. Donc, c'était à peu près 18 000 points d'eau, forages d'eau déclarés en Bretagne. Donc pour lesquels on a fait un travail de recoupement, de rapprochement avec les différentes bases citées précédemment, donc Agence de l'eau, Police de l'eau et de Réal, pour essayer de coupler en fait la connaissance des ouvrages que nous on a, leur localisation précise, avec les données de prélèvement associées. Donc, c'est un travail assez fastidieux parce que en termes de géolocalisation, c'est jamais pareil. On n'a pas forcément les champs pour faire les rapprochements entre les bases. Donc, c'est un travail assez conséquent, mais qui au final est très intéressant parce qu'on a vraiment l'information du point de prélèvement précis avec l'usage de la ressource qu'il y a en face. Et puis ensuite, donc, alors si vous voulez en savoir beaucoup plus, je ne vais pas détailler trop aujourd'hui, mais il y a un article donc, dans le CIGES Bretagne qui détaille vraiment très précisément la méthodologie utilisée et toutes les incertitudes également qu'on a essayé de quantifier, d'identifier par rapport à la méthode qui a été choisie. Donc, vous avez un petit peu les points de vigilance à avoir par rapport à l'analyse et à l'interprétation de ces données-là dans l'article du CIGES. Et donc après, il y a eu un travail d'agrégation de ces données-là à différentes échelles en fait. Et nous, comme notre échelle de travail, ce sont les entités hydrogéologiques, donc les systèmes aquifères, les entités qui fonctionnent de manière un peu autonome dans le sous-sol. Donc on a fait, nous, ce travail de statistiques, voilà, de graphiques, de tableaux pour chaque entité donc, du référentiel hydrogéologique français. Donc en gros, en Bretagne, c'est beaucoup, en fait, ça ressemble beaucoup au bassin versant finalement, mais voilà, il peut y avoir des différences localement quand même. Voilà, donc juste pour vous restituer un des résultats de cette étude-là. Donc, on est à peu près sur une évaluation de 100 millions de mètres cubes prélevés par an sur les eaux souterraines, avec des répartitions par usage qui changent en fonction des départements. Donc là, les camemberts, ce sont les différents départements. Donc, c'est les grandes masses. Mais on voit que, par exemple, dans le Finistère, on a un usage des eaux souterraines qui est prioritairement pour l'eau potable. Également en Ille-et-Vilaine. Et puis, on voit, par exemple, que pour l'irrigation, on a également dans le Finistère voilà, une part plus importante que, par exemple, dans les Côtes d'Armor pour l'irrigation. Alors bon, ça, c'est des grandes statistiques. Et puis, on a essayé de spatialiser un petit peu plus, donc en fonction donc de nos grandes entités hydrogéologiques, la répartition de ces prélèvements par grand type d'usage. Et on voit qu'en fonction de certains secteurs, donc vous avez en bleu ici, c'est l'eau potable, pour chaque camembert. En rouge, l'industrie. En vert, c'est l'irrigation. Et en rose, vous avez tout ce qui est élevage. Donc, de la même façon, pour tout ce qui est élevage, comme on n'a pas aucune information dans les bases agences, police de l'eau et de Réal, donc nous, on s'est servi de nos forages, en fait, de nos données forages, pour lesquelles on a appliqué une consommation théorique par tête de bétail, ce qui donne voilà, cette évaluation des usages élevage par rapport au prélèvement eau souterraine, pardon. Donc, on voit en fonction des secteurs qu'on a des secteurs où, on va dire, l'usage
élevage est beaucoup plus important que les autres types d'usage. Et puis inversement, dans d'autres, voilà, on a l'AEP qui est prédominante. Donc c'est déjà intéressant, ça donne déjà des idées sur la pression induite sur les eaux souterraines et sur la répartition par usager. Voilà, donc après, on a fait des statistiques plutôt au niveau régional, bien sûr, et puis après, par département, vous avez cette même ventilation entre AEP, industrie, irrigation et élevage. Voilà, donc effectivement, ça donne des idées. Il y a d'autres cartes qui sont disponibles dans le CIGES Bretagne, mais que je ne vais pas avoir le temps de vous détailler ici. Donc, alors ça, je ne vous présente pas. Juste par rapport, peut-être en complément à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au taux de déclaration des forages dans notre base BSS, en fait, on estime qu'il y a à peu près un tiers, en fait, un tiers des forages qu'on ne connaît pas, voire un peu plus. Mais bon, c'est à peu près ce qu'on évalue en Bretagne, ce qui est un chiffre assez bon en fait par rapport à d'autres régions. En Bretagne, on déclare plutôt mieux qu'ailleurs, donc ça c'est déjà une bonne chose. Mais c'est vrai que c'est une incertitude à prendre en considération. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que sur ces 30-40% de forages qu'on ne connaît pas parce qu'ils n'ont pas été déclarés, souvent ce sont, comme le disait tout à l'heure Michel Vallée, des forages qui concernent des usages plutôt domestiques ou élevage, mais à petit volume. Donc, on va dire que ce n'est pas parce qu'il y a un tiers des ouvrages qui ne sont pas connus que ça représente un tiers des prélèvements effectifs sur la ressource. Les gros préleveurs sont connus. Maintenant, c'est vrai qu'on peut avoir quand même, on l'a constaté quand on a fait ce travail-là, plein de petits forages qui, cumulés les uns aux autres, représentent quand même un prélèvement significatif par rapport à la globalité. Donc, voilà, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà pour cette partie-là. J'imagine que je déroule, Enora, et puis on regarde s'il y a des questions à la fin. Oui, tout à fait. D'accord. Présenter la deuxième. Merci. Donc, j'enchaîne maintenant sur vraiment la présentation du projet qui a déjà été pas mal introduit avec Arnaud et les collègues et les partenaires, qui est donc le projet De l'eau pour demain. Je vais revenir. Voilà. Donc, ce projet vient de démarrer officiellement donc hier, même si des travaux ont déjà été engagés déjà depuis le mois de septembre. Donc, c'est un projet qui, on va dire, pour la première fois, réunit 5 partenaires techniques qui, jusqu'alors, n'avaient jamais eu l'occasion de pouvoir travailler ensemble et mutualiser leurs forces. Donc, ces 5 partenaires techniques, ce sont les 3 grands syndicats d'eau départementaux de Bretagne, donc le SDAEP 22, le SMG d'Ille-et-Vilaine, SMG 35 Eau du Morbihan. C'est associé également donc, le Conseil départemental du Finistère par rapport à son rôle d'appui qui vous a été expliqué par Géraldine il y a quelques instants, et le BRGM donc, sur certains autres aspects plus donc, milieu. Donc voilà, on est très content que ce projet puisse naître parce que c'est l'occasion vraiment de pouvoir mettre en commun nos compétences et nos forces pour le bien commun. Bien sûr, c'est un projet qui a le soutien financier donc, de 2 financeurs, donc notamment la région Bretagne et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, qui participe activement au soutien de ce projet. Alors, c'est un projet qui, au global, toute force confondue et toute implication confondue, représente à peu près 750 000 € de budget, voilà, avec des contributions variables de chacun. Et c'est un projet qu'on va donc tenter de mener tambour battant pour essayer d'apporter des résultats définitifs à la fin de l'année 2022. C'est en tout cas notre objectif aujourd'hui. Alors, je vais juste, alors je suis désolée par avance peut-être pour l'aspect un peu peut-être pas très visuel du diagramme, mais je vais surtout essayer de vous l'expliquer à l'oral, les différentes phases et les différents contenus de ce projet. Alors, sachant qu'aujourd'hui donc est acté en fait le financement et le déroulement de la phase 1 de ce projet de l'eau pour demain, sachant que cette phase 1, au jour d'aujourd'hui, elle concerne uniquement la connaissance et l'état des lieux des usages et des ressources en eau sur la région Bretagne.
Sachant que donc il y aura après, si tout va bien et si les résultats de la phase 1 sont satisfaisants, peut-être une phase 2 qui sera, elle, beaucoup plus prospective et qui aura pour objectif de vraiment projeter, simuler des scénarios avec l'impact du changement climatique, à la fois sur les consommations d'eau et le comportement des utilisateurs, mais aussi sur la ressource en eau et sa mobilisation. Mais là, vraiment, on s'est concentré dans un premier temps sur vraiment l'existant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut comprendre avec les données disponibles? Et comment on peut essayer de conceptualiser le fonctionnement à la fois des prélèvements, mais aussi des ressources. Donc pour faire ça, donc vous avez différentes activités qui ont été prévues, avec dans les petites pastilles là, qui sont ici, on va dire les chefs de file pour chacune des sous-activités qu'on va engager, qu'on a déjà engagées. La première activité, comme on vous l'a dit en introduction, concerne la connaissance des consommations d'eau du réseau public. Donc c'est là que justement la connaissance, la compétence et les données disponibles dans les syndicats d'eau sont extrêmement intéressants, puisque chacun donc, a pris en fait en main un usage, un grand type d'usage différent. Donc on a réparti en fait les actions entre les consommations plutôt domestiques et puis les consommations plutôt agricoles, hors irrigation, et les consommations industrielles, y compris les agro-industries. Donc ces consommations étant toujours en fait prélevées sur le réseau d'eau publique. Hein. L'idée, c'est vraiment de regarder dans le réseau d'eau publique comment se ventilent ces consommations-là, ces usages-là. Et donc, pour ça, il y a donc des travaux qui sont déjà très bien engagés avec certains exploitants. Et notamment, donc, on a des travaux avec la SOR là-dessus sur comment on peut, à partir des fichiers en fait, de facturation, aller regarder en fait les différentes typologies d'usagers de manière très fine, à la fois dans le temps et aussi dans leurs caractéristiques. Et puis, effectivement, donc ça, c'est donc une approche qu'on a déjà engagée et qui est plutôt basée sur de l'intelligence artificielle. Et l'idée, avec le BRGM et notre cellule hydroéconomique, c'est de croiser ça avec une approche plus statistique classique pour justement essayer de comprendre en fait quels sont les paramètres qui jouent dans le comportement de certains utilisateurs. Et comme ça a été dit tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment déjà de décortiquer complètement ces données-là, mais aussi donc après d'avoir une approche explicative, de savoir pourquoi à certaines périodes, certains usagers se comportent de telle façon. Par exemple, un éleveur qui a un forage d'eau, pourquoi à un moment donné il abandonne son forage d'eau, bon, ça on peut avoir des idées, mais pour se reporter sur le réseau d'eau publique, est-ce qu'il le fait par anticipation? Est-ce qu'il le fait une fois que voilà, son forage est sec? Donc ça peut être voilà, une des interrogations et des pistes de recherche qu'on engage, mais il y a ça décliné pour tous les types d'usagers en fait. Et donc c'est vraiment cette approche comportementale qu'on essaie de conceptualiser pour après ensuite pouvoir faire des projections dans l'avenir. Donc c'est pas forcément simple et c'est pour ça qu'on cherche à combiner deux approches, intelligence artificielle et plutôt approche statistique classique pour vraiment bien comprendre ce qui se passe et pas passer à côté de quelque chose d'important. Ensuite, l'idée, c'est de croiser cette analyse des consommations avec quel impact sur les ressources en eau. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les ressources en eau qui impactent le comportement des utilisateurs? Certainement, dans certains cas. Et puis, inversement, comment les consommations d'eau impactent les ressources en eau. Voilà, donc ça, c'est un travail qu'on mène, nous, avec les données disponibles qu'on a, et notamment toutes les données de suivi des niveaux d'eau qu'on peut avoir dans le temps et qui permettent de voir des tendances. Après, donc effectivement, Eau du Morbihan propose des outils de suivi de l'évolution des consommations d'eau en temps réel pour affiner aussi cette connaissance au jour d'aujourd'hui, mais aussi pour le futur. Comment est-ce qu'on peut améliorer les données et la capitalisation et la diffusion de ces données-là par la suite. Ensuite, il y a un deuxième grand volet qui concerne plus le fonctionnement des ressources en eau. Alors, quand je dis ressources en eau, je parle des ressources en eau de manière générale, c'est-à-dire eau superficielle et eau souterraine.
Et donc, on s'est réparti un petit peu la tâche entre le SMG 35, donc, qui va plutôt regarder les eaux superficielles et notamment regarder en fait par rapport aux derniers épisodes de sécheresse qui sont survenus, comment les gestionnaires ont fait face, en fait, quelles stratégies ils ont adoptées, soit pour anticiper ces crises, soit pour gérer les crises une fois qu'elles étaient là. Alors, on évoque à la fois les aspects crises quantitatives, hein, donc vraiment les sécheresses, les manques de ressources, mais aussi les crises plus liées à des pollutions ponctuelles, accidentelles, voilà, qu'on ne peut pas anticiper. Comment est-ce qu'on réagit dans ces cas-là? Quels sont les bons retours, enfin les retours d'expérience, les bonnes stratégies, ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur de cette histoire et de ce qui a été mis en place. Donc là, il y a vraiment une histoire de partenariat, d'échange de bons procédés entre les différentes structures. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis également, donc, il y a un stage là, qui est en cours sur l'analyse du fonctionnement hydrologique des retenues d'eau superficielles pour savoir aussi comment, au niveau des différents territoires, chacun appréhende en fait ce fonctionnement des retenues, avec quels outils et comment on peut effectivement aussi améliorer ça en fonction des retours de chacun et des avantages et des inconvénients qui auront été identifiés. Et puis donc, au niveau du BRGM, on va se focaliser plutôt donc, sur les ressources en eau souterraines et aller regarder en fait, en dépouillant toutes les données disponibles à l'échelle de la région de Bretagne, quels sont en fait les systèmes aquifères, donc les nappes, qui sont susceptibles de résister le mieux aux épisodes de sécheresse, sachant qu'avant, on fait une analyse assez fine justement des épisodes de sécheresse qu'on a connus, et d'essayer d'identifier en fonction des épisodes de sécheresse connus, quelles sont celles qui sont plutôt d'ordre climatique, quelles sont les sécheresses plutôt hydrogéologiques, quelles sont les sécheresses, on va dire, est-ce qu'elles sont courtes, est-ce qu'elles sont longues, est-ce qu'elles sont liées à des précipitations, à des manques de précipitations plutôt hivernales, plutôt estivales, est-ce qu'il y a eu des cycles où on a eu plusieurs sécheresses consécutives et quel impact ça a sur les ressources. Donc on essaie vraiment de décortiquer un petit peu tout ça et de comprendre quels sont les secteurs ou en tout cas les types d'aquifères qui résistent le mieux aux épisodes de sécheresse les plus sévères, ou les plus récurrents, ou les plus longs, etc. Pour justement après pouvoir peut-être cibler des recherches en eau souterraine qui soient dans des secteurs qui résistent, qui soient productifs, mais qui soient surtout pérennes dans le temps et qui ont cette capacité à avoir cette inertie pour que justement on ait des ressources garanties, en tout cas le temps de passer les épisodes compliqués. Donc ça, c'était l'activité 2. Ensuite, ce qu'on souhaitait mettre en place, c'était les premières étapes, les premières bases de ce qui pourrait après devenir des modèles hydroéconomiques. Et pour ça, donc, on a choisi deux secteurs tests assez différents. L'un situé dans le Finistère avec le syndicat mixte de l'Aulne et l'autre dans l'Ille-et-Vilaine avec le CIMEVAL, où là, l'idée, c'est vraiment déjà dans cette phase 1 du projet de regarder comment ça fonctionne au niveau donc, des systèmes de production d'eau, de distribution, d'échange d'eau, comment est sollicitée la ressource, quel type de ressources, et en fait, après, de pouvoir en faire une espèce de synoptique, de schéma synoptique du fonctionnement de ces territoires, pour après pouvoir peut-être, dans une phase 2, passer à des scénarios plus prospectifs en lien avec le changement climatique. Donc, cette activité 3 compile en fait toutes les données collectées dans les activités 1 et 2. Et puis dans l'activité 4, donc, qui est plutôt portée par le Conseil départemental du Finistère, on va chercher donc à étudier des pistes de solutions alternatives pour accéder à de nouvelles ressources en eau, parce qu'effectivement, il faut faire avec ce qu'on a, mais aussi comment est-ce qu'on peut mieux exploiter, mieux valoriser la ressource existante, ou comment trouver des solutions un peu innovantes pour aller solliciter des ressources complémentaires. Donc pour ça, en fait, il y a deux sujets principaux qui ont été fléchés. La première, donc, c'est la réutilisation des eaux traitées industrielles. Donc là, l'idée, c'est vraiment de regarder la préfaisabilité en fait, de ce qui pourrait être fait avec toutes les contraintes qui existent aujourd'hui, et notamment les contraintes
réglementaires, de faire un peu un bilan de ce qui est faisable et puis de commencer à contacter des industriels, voilà, notamment les gros consommateurs industriels du Finistère, pour essayer de voir quel intérêt ils pourraient avoir à regarder cette possibilité et comment on peut les accompagner dans ce processus. Donc là, c'est vraiment... après, je ne sais pas, Géraldine, si tu voudras dire un mot là-dessus, mais le conseil départemental du Finistère qui prend en main cette action-là. Et puis, dans un deuxième point, on envisage également donc, de regarder tout ce qui est carrière, qu'elle soit ancienne ou encore en cours d'activité ou en fin d'activité, comment des carrières ou en tout cas des anciens sites d'extraction pourraient constituer des réserves en eau. Alors soit naturellement en eau aujourd'hui parce que voilà, elles collectent déjà les eaux d'un bassin versant et elles sont suffisamment imperméables pour générer une retenue un peu naturelle finalement, ou parce que ce sont des carrières qui sont en contact avec la nappe et qui sont donc naturellement en eau, ou des carrières qui ne sont pas en eau mais qui pourraient éventuellement être remplies à certains moments de l'année où on a de l'eau en quantité et restituée ensuite pendant des périodes critiques. Donc pour ça, en fait, on envisage un peu tout ce panel de situations en regardant bien tous les aspects impacts environnementaux, fonctionnement hydrogéologique, voilà, tout ce qui pourrait constituer des avantages et des inconvénients à ce type de solution. Et puis, on essaie par on va dire, élimination successive, d'aller chercher des sites qui potentiellement pourraient vraiment être intéressants pour commencer à regarder la faisabilité technique de ces types de procédés. Et donc, on passe en gros de plus de 1000 carrières identifiées sur le Finistère à aujourd'hui à peu près 80 sites pour ensuite aboutir à une dizaine de sites qu'on regardera beaucoup plus finement et vraiment dans le détail pour ensuite pouvoir éventuellement proposer un accompagnement, un guide méthodologique aux exploitants qui pourraient être intéressés ou aux collectivités qui pourraient être intéressées par cette solution-là. Voilà, donc en gros, par rapport à ça, et puis donc je vais te parler d'une phase 2 ensuite, mais voilà, pour l'instant, elle n'est pas en cours, elle n'est pas encore à l'ordre du jour, mais c'était juste pour vous parler effectivement de la vision plus prospective qu'on pourrait être amené à mettre en place grâce à la partie 1 qui nous permettra d'avoir une bonne vision de l'existant. Et qui permettra aussi donc de faire la liaison avec d'autres projets qui sont en cours, qui a notamment des thèses qui simulent, qui cherchent à regarder l'impact du changement climatique sur les ressources en eau de Bretagne. Et puis on a un autre projet européen voilà, qui vise également un petit peu la même approche, mais avec des approches complémentaires. Donc l'idée, ça sera avec l'étude aussi gestion quantitative de l'ADREAL, effectivement, à un moment donné, de faire un point sur toutes ces avancées, sur toutes ces connaissances, de manière à peut-être après pouvoir se projeter un petit peu plus et un petit peu mieux sur la région Bretagne. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. En tout cas, j'en ai fini pour ma partie.